barricadé. Il est très tôt le matin et on y va, c'est parti, chronique lecture. Et pas des moindres, puisqu'elle va incorporer ma pile à lire de septembre et ma pile à lire d'octobre concernant le challenge de Gwen. On a matière à bosser, alors on traîne pas. J'y vais. Je vais déjà me débarrasser dans un premier temps de ce qui a déjà été fait et que vous pourrez retrouver sur ma chaîne, le livre perdu des sortilèges de Deborah Harkness, lequel nous avons débattu, Gwen, Hello et moi-même, sur une vidéo lecture commune qui est sur ma chaîne. Je vous mets le lien en barre d'infos si vous voulez, est-ce que vous voyez quelque chose? Oui, là c'est mieux. Si vous voulez voir ce que nous avons pensé de ce livre, mais ça sert à rien que je remette une couche ici, compte tenu du fait que on a débattu sur ce bouquin en long, en large et en travers. Pour le second livre, mais tout de même le premier livre sur lequel je vais te donner mon point de vue, il s'agit de L'arc-en-ciel des possibles, Céline Montesinos Estrague ou Estragues, paru aux éditions Librinova. Alors pour faire simple, j'ai voyagé par le biais de ce bouquin. Nous faisons la connaissance d'une jeune femme qui s'appelle Enora Dulac et qui, vraiment, si on résume un peu le personnage, il n'y a rien qui va. Elle a une estime d'elle-même qui est au sous-sol. Elle se trouve très très quelconque, je dirais même plus que quelconque physiquement. En plus de ça, elle a un petit ami qui, dans mon jargon, je te dirais que c'est un odieux connard qui se fout de sa gueule et qui... et qu'elle ne fait qu'attendre, elle dépend de lui. C'est une personne qui est très très toxique et qui semble vouloir disposer des femmes comme bon lui semble. Ce petit ami s'appelle Neven. Bref, dès le matin, Enora met le pied hors du lit, elle se dit « Merde, ça va être une très très longue journée ». Et ça va s'avérer, compte tenu du fait qu'elle se rend à son boulot, où tout semblait se passer à merveille. Elle se rend à son boulot, elle est convoquée par son patron avec perte et fracas, qui la remercie après plusieurs années de bons et loyaux services. En sortant donc de ce remerciement inattendu, elle décide d'errer un petit peu au niveau des alentours du travail de son petit ami. Et elle entend des rires au loin, elle entre dans un parc, elle entend des rires au loin et elle surprend ce fameux petit ami dans les bras d'une belle et assumée jeune femme qui est finalement visuellement tout l'opposé d'Enora. Et là en gros elle se dit bon bah ça y est, je n'ai plus rien. Elle s'est éloignée de sa famille, elle s'en est éloignée si tu veux géographiquement, mais aussi à cause de la vie qu'elle a choisi de mener. Donc elle est dans ce parc, elle s'effondre un peu sur un banc et elle se dit mais je fais quoi, je fais comment, je suis seule au monde, j'ai plus de boulot, j'ai plus personne, qu'est-ce que je fais? Et là le hasard met sur sa route, elle voit quelque chose par terre à côté du banc sur lequel elle est assise, elle le ramasse et il s'agit d'un bouquin qui parle des lois de l'attraction. Elle commence à le feuilleter et puis elle plonge dans le livre, elle tourne les pages, elle ingurgite et quand elle relève la tête, elle se retrouve dans un paysage qui dans un premier temps lui est familier et pas tellement. C'est plutôt quelque chose de très flashback qui se met en place et somme toute, en termes de flashback on y est bien puisque Enora, sans vraiment comprendre pourquoi c'est arrivé, elle se retrouve projetée 10 ans en arrière. Enora, elle commence à fureter un petit peu, à se promener dans les rues qui lui semblent très très familières, jusqu'à avoir cette idée ingénieuse, je pense que j'aurais eu aussi, elle se dit, je vais aller là, à l'endroit où je vivais, à cette époque-là, et je vais aller voir si je peux me rencontrer. Disons qu'il y a plusieurs questions qui se posent. Est-ce qu'on va se retrouver soi, mais allégé de quelques années, pour essayer de téléguider son double plus jeune, pour ne pas réitérer des erreurs? Ou est-ce qu'on se dit, après tout, si j'en suis là, c'est parce que ça a été fait ou pas fait, et si je bouscule les choses, tu sais, l'histoire du continuum espace-temps et tout, on va se méfier et on va rien toucher.
qu'est-ce qu'on ferait, nous, tu vois, si on avait cette possibilité-là. Et puis au fur et à mesure que nous, on avance dans le récit, et donc on a les deux Enora en face de nous, la Enora qui a tout à faire, et la Enora qui a déjà fait pas mal, et qui essaie évidemment de la prévenir, de la mettre en garde, de pas trop en dire en même temps. Et nous, on est là en tant que lecteur en train de se dire, mais où est-ce que Enora, où veut en venir Enora la plus vieille avec la plus jeune Enora? Quel est son but? Est-ce qu'elle a une mission à accomplir pour pouvoir revenir dans son époque? De quoi s'agit-il? Et ça te tient en haleine tout le livre, parce que tu veux comprendre, un peu comme les films de cet Akabi, tu veux comprendre quel va être le truc qui va la faire revenir dans son époque actuelle. Donc, jusqu'au bout, tu veux savoir. Et ce que je trouve doublement intéressant avec cette lecture, c'est que vous savez que le développement, les livres sur le développement, concernant le développement personnel et moi-même, on s'entend pas très bien. Voilà, il n'y a pas, j'essaie, hein, ce sera pas faute d'avoir essayé de lire beaucoup de choses sur le développement personnel avec plusieurs auteurs et autrices différents, j'y arrive pas. Il n'y a pas, j'y arrive pas. Là, il est quand même question d'un minimum de développement personnel dans ce bouquin. On va aborder la confiance en soi, par exemple. Il y a plein de sujets qui ont un lien évidemment avec le développement personnel. Mais c'est tellement bien ficelé dans l'histoire, dans le fait qu'on puisse s'immerger très facilement dans cette histoire et avec Enora, que finalement on n'a pas l'impression d'avoir un livre de développement personnel pur et dur, presque, pardonnez-moi l'expression, mais presque médical. On est dans une histoire et autour de cette histoire, on a brodé quelques bribes de développement personnel. Et ça, j'aime beaucoup. C'est vrai qu'il y a plusieurs sujets en termes de développement personnel, je te dirais l'estime de soi, la confiance en soi, la répétition des schémas néfastes pour soi. Là, par exemple, concernant Enora, c'est avec la répétition du petit ami toxique. À chaque fois, elle répète, elle tombe sur un homme. C'est pas un homme pour elle, c'est un homme qui s'avère être toxique au bout du compte. Et donc voilà, il y a tout ça qui est développé dans ce livre. On évoque également dans ce livre la remise en question, les violences psychologiques, l'amour, la famille. Voilà, le sens des priorités aussi, mais je trouve que c'est superbement amené. En conclusion, pour ma part, est-ce que je vous conseille, parce que vous savez que... attends, je récupère le bouquin, vous savez qu'on termine toujours, est-ce que je vous conseille cette lecture? Complètement, parce que je dois avouer que j'ai passé un très bon moment avec Enora, et ce fut une très belle promenade. C'est un livre qui fait du bien, sans être dans l'injonction que je trouve trop présente bien souvent dans les livres de développement personnel. Et puis, c'est du développement personnel, mais sans en être. Et donc, c'est hyper bien foutu. Donc oui, je vous conseille vraiment ce livre qui fait beaucoup de bien. Et puis, tu te poses des questions. C'est vrai que si... j'ai l'opportunité d'aller à la rencontre du moi avec 10 ans de moins, qu'aurais-je fait? Voilà, je trouve que c'est un livre qui te fait un petit peu cogiter et en plus sur un fond et une histoire très très bien foutue. Donc vous pouvez y aller les yeux fermés. Pour le livre suivant, mon petit cadet, vous êtes cordialement invité par Alex Seul aux éditions Bouquelis. Je précise que ce livre est un petit cadeau qui m'a été fait par le fabuleux, le fantastique Vox Literaria, que je remercie beaucoup parce que c'est ma cam, hein. Clairement j'ai passé un très bon moment. Immédiatement nous faisons la connaissance d'Hicham. Alors Hicham reçoit une invitation, une très belle invitation, une élégante invitation qui simplement le convie à l'inauguration du manoir Beaunon parce qu'il a été restauré, parce que... Bon. Invitation qui, dans un premier temps, Hicham trouve le truc totalement négligeable et n'en prend pas qu'à. Il reçoit une seconde invitation, on commence à se grattage de barbichette, qu'est-ce qui se passe? Bon, et puis une troisième. Donc là, il commence à se dire, mais merde, de quoi s'agit-il? Le problème de ce manoir Beaunon, pourtant réhabilité, et voilà,
Semblerait-il qu'il y ait eu des travaux, bref, inauguration, grande pompe. C'est que pour Hicham, c'est un ancien lieu de vacances qui 12 ans auparavant, dans lequel Hicham a vécu un drame absolu. Donc on peut comprendre, nous déjà on saisit très vite dans un premier temps que de retourner en ces lieux, ça lui... Voilà, c'est-à-dire que c'est pas son projet premier. Ensuite, je trouve qu'on a une accélération au niveau de l'histoire, puisque sans trop comprendre pourquoi, et en même temps, j'ai pas envie de t'expliquer les grandes lignes du truc, mais Hicham va quand même se retrouver devant le manoir. Malgré lui, il y a des... il se passe des choses qui font que malgré lui, il va se retrouver devant le manoir. Mais il va vite s'apercevoir aussi qu'il n'est pas tout seul, puisque sont aussi présents dans le manoir quand lui arrive 3 de ses amis de l'époque, Alex, Marie-Sophie et Chloé, qui étaient évidemment présents lors du drame qui a eu lieu 12 ans plus tôt. Alors manoir, un passé un peu glauque, un drame, une histoire bizarre, voilà, des morts là-dedans, réhabilité ou pas, travaux ou pas, moi je suis pas sûre. Les vieilles bâtisses comme ça, je vous le dis, c'est ma note personnelle, là on entre dans le côté je raconte ma life, mais moi les vieilles bâtisses comme ça où il y a eu des... Je crois pas en grand chose, vous le savez, mais alors par contre l'âme, les murs, je sais pas. On n'a pas le FNU sorti des ronces, entre des bruits, mais alors venus, voilà, enfermé dans le manoir, impossibilité d'en ressortir, des faux semblants, des non-dits, des souvenirs cachés, dissimulés, des choses qu'on ne dit pas, et alors sous couvert, je crois, de fantômes qui rôdent là-dedans. Bon, bah écoute, on a une totale. On a vraiment cette impression pour les protagonistes de cette histoire que il est préférable de laisser certains souvenirs enfouis. Mais le manoir qui semble être vivant, on a vraiment presque une personnification du manoir, lui il en a décidé autrement. Il a dit on va faire jaillir un peu tout ça parce que maintenant il est temps de remettre les compteurs à zéro. Il me faut quand même te préciser que le travail de l'autrice autour du manoir, que ce soit dans tout ce qui est descriptif, l'histoire du manoir, l'histoire des anciens résidents du manoir, tout ce qui gravite autour de ce manoir, les racines, l'origine, le mal ou pas, c'est un travail absolument époustouflant de la part de l'autrice. Si bien que ce qui est très très bon en tant que lecteur, c'est qu'on se perd. Moi j'aime bien me perdre, parce que ça veut dire que je ne devine rien. Ça veut dire qu'il n'y a pas de ficelle. On se perd entre passé et réalité, présent et ce qui n'existe pas. Je vais te citer un exemple, un feu dans la cheminée, mais dès lors que l'un d'entre eux met la main dans la cheminée, ils voient le feu, ils entendent le feu crépite, mais quand ils mettent la main dedans, ils sentent rien, il se passe rien. Alors tu vas te poser la question tout de suite, tu vas me dire Jenny, tu me parles de ficelle. Bah ça veut dire que les gens là-dedans, ce sont les fantômes, pas si vite. Pas si vite mon petit cadet, pas si vite. C'est évident, tu te doutes bien que je me suis dit, bah ouais, bah, s'ils mettent leurs mains là-dedans, qu'ils sentent plus, ils se rendent pas compte qu'ils sont des fantômes. On s'est fait un truc un peu, genre le film Ghost. Non, vous n'y êtes pas. Non, je vous le dis, vous n'y êtes pas. Et puis il y a quand même une question qui reste en suspens. Quel est le motif de la présence de nos 4 personnages? Pourquoi ont-ils été conviés eux et uniquement eux? Et ça aussi, c'est quelque chose qui t'alpague et t'as envie de savoir pourquoi. Je n'ai pas fait que lire ce livre. Je l'ai ingurgité, je l'ai savouré page par page. J'ai adoré déjà le travail, comme je te disais, fait par l'autrice autour du manoir, des personnages, de la description de l'atmosphère qu'elle a installée, de cette ambiance, voilà, vraiment des fausses pistes, là où tu attends le truc, il n'y est pas du tout, et là où tu l'attends pas, ah ok d'accord, je trouve que ce livre, dans un condensé comme ça, il s'est passé plein de choses. J'ai aussi beaucoup aimé me promener dans les
dans plusieurs temporalités, voilà, parce que on fait des sauts présent, histoire, et on comprend. Voilà, j'ai été très embarquée par le fait de vouloir comprendre le pourquoi du comment. Et bien entendu, tu as les réponses à toutes les questions que tu te poses. Au niveau de la connexion avec les personnages, je dois avouer que j'ai eu il s'est passé plus de choses avec les deux personnages masculins, donc Hicham et Alex. Je les ai trouvés touchants. J'ai trouvé l'histoire de leur passé tout aussi touchante et en même temps douloureuse. J'ai eu un peu plus de mal avec Marie-Sophie et Chloé parce que ce sont des personnages que j'ai trouvé parfois à la limite de l'agacement, tu sais, plus cliché des films un peu comme ça où on fait deux groupes de 1, tu sais, où ça manquait de logique, là où les deux personnages masculins étaient très voilà, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Et c'est vrai que souvent les deux filles, à part hurler, et bon, bref, mais il n'en reste pas moins que est-ce que je vous recommande, vous êtes cordialement invité, de l'autrice Alex Seul aux éditions Bouquelis. Ah bien sûr, j'ai passé un excellent moment. Alors c'est pas, on arrive dans les périodes de fête, Noël, c'est pas un livre de Noël, bien entendu que moi j'ai lu, je crois, fin septembre, et qu'on était plus dans la période Halloween ou quoi aux caisses. Mais après, moi, si j'ai envie de lire un livre comme ça en plein mois de décembre, je peux vous le dire que je me l'envoie. Est-ce que je vous recommande ce livre à 100%? Parce que c'est pas un coup de cœur, j'irai pas jusque là, mais j'ai beaucoup aimé ce bouquin. Pour la lecture suivante, mon petit cadet, je suis retournée chez l'auteur Nico Takian pour le livre La nuit n'est jamais complète, paru aux éditions Scrinéo. Mais quelle claque ce bouquin, quelle claque. Alors là, pareil, hein, une fois de plus, on est dans ma came. C'est un duo père-fille, Jimmy et Ariel, qui prennent la route 33, donc qui se situe dans le désert sud-américain, et qui très vite vont se retrouver bloqués. Il y a un barrage policier qui leur annonce qu'ils ne peuvent plus avancer compte tenu du fait qu'il y a une faille géante qui vient de s'ouvrir et que c'est trop dangereux de continuer. Faute d'essence, parce que tu sais, généralement, quand tu as une merde, rien ne vient jamais tout seul. Eux avaient prévu de pouvoir faire de l'essence sur la route, savaient un petit peu où refaire de l'essence. Faute d'avoir assez d'essence pour faire demi-tour et revenir sur leur pas, ils décident, avec 3 autres malchanceux de la faille, si je puis dire, de bivouaquer, poser bivouac, d'y voir plus clair au réveil, voilà, au niveau du barrage. Tout le monde passe sa nuit étrange au demeurant, parce que tout le monde se réveille un peu groggy, n'ayant pas compris comment ils ont pu dormir autant de temps. Mais étant donné que il se passe des événements qui font qu'ils ne peuvent pas reprendre les voitures, parce que je peux pas tout te dire non plus, ils décident de partir. Jimmy, Ariel ainsi que ces 3 autres malchanceux, ils décident de repartir à pied. Désert sud-américain, un cagnard comme Nibu. Ça va se compliquer, ça va très vite se compliquer parce que pas de flotte, cagnard impossible, des vêtements pas adaptés, aucune protection, bref, tout le monde va cloquer et brûler sur place, manquer d'eau, l'agressivité va s'en mêler, la fatigue va s'en mêler aussi, ça va vraiment devenir très compliqué. Au moment où ça devient vraiment très chaud, où là les réserves d'eau sont épuisées, ils tombent comme par miracle, je dirais, sur un village abandonné, avec alors vraiment toutes les maisons. Ça semble être un ancien village minier. Toutes les maisons sont abandonnées. Ce qui est assez étrange, c'est que il y a des vivres qui ne sont pas périmés, de l'eau, du linge propre, bref. On voit que les maisons ont été abandonnées dans la mesure où il y a quand même 14 cm de poussière, mais c'est aussi assez étrange de disposer de tout comme ça. Il y a à manger, il y a vraiment de quoi survivre quelques jours, voire quelques semaines de plus. Mais il y a une sorte de malédiction qui semble rôder parce qu'ils vont faire une découverte macabre, le terme est faible. Et puis on a ce sentiment que les comportements changent pour certains depuis qu'ils sont installés dans ce village. Je ne peux absolument pas t'en dire plus parce que sinon je gâche tout. Nous avons un retour de manivelle, un dénouement absolument magistral. Tout est très savamment construit parce que tout est fait pour que tu partes en galère avec les personnages.
T'as ces moments où tu te dis mais merde, c'est vrai, comment ils vont faire? Toi, vraiment, on parle d'immersion, mais moi c'est très important que j'arrive. En même temps, moi je lis pour partir ailleurs, pour voyager dans d'autres contrées, donc j'ai aussi cette attente. Et là, on est vraiment dans la même merde. Bon, nous, on peut en sortir quand on veut, mais c'est vrai que pendant que tu es dans ta lecture, c'est tellement bien foutu, c'est tellement bien ficelé, c'est tellement bien construit que tu es dans la même galère avec les personnages. La plume de Nico Takian, que moi je connaissais déjà et que j'avais beaucoup aimé, là c'est complètement avéré. On a une plume qui ne s'essouffle pas, elle turbine plein pot, elle est sans détour, tout ce que j'aime, hein. En conclusion, est-ce que je vous recommande La nuit n'est jamais complète de Nico Takian à 100%, une fois de plus. On est pas mal là sur cette pile à lire du mois de septembre, hein. Oui, je pense que ce... pas tarder à avoir l'œil du tigre, hein, comme tu peux le constater. Je vais aller régler ça. Pour la lecture suivante, je suis partie avec l'autrice Lisa Jewell, que je connais, hein, j'ai déjà lu certains de ses livres. On se reverra, et c'est aux éditions M Suspense, je pense. Non, aux éditions Milady. Alice Lake est une maman solo qui vit dans une modeste maison en bord de mer. Alors c'est une petite bicoque, hein, qui peut paraître bien sympa, mais c'est vrai que faute de moyens, c'est une bicoque qui part un peu en cacahuète. Elle est maman de 3 enfants qu'elle élève seule, et n'a que pour seule source de revenus, c'est si elle arrive à vendre ses créations artistiques et s'il y a des clients pour ses créations. Elle s'occupe de ses 2 parents qui sont atteints par la maladie d'Alzheimer. Donc la vie n'est pas simple, mais ce qui intrigue Alice depuis ce matin, puisque de sa maison, de sa fenêtre, elle voit un homme qui est assis sur la plage, juste en face de sa maison, depuis le matin. Donc ça fait maintenant bien 4-5 heures que cet homme est assis, qu'il n'a pas bougé malgré un temps épouvantable. Il pleut des cordes, un vent à, comme on dit par chez nous, un vent à décorner des cocus. Et l'homme ne bouge pas, ce qui intrigue beaucoup Alice, et elle décide d'aller à sa rencontre en lui demandant si tout va bien. Et l'homme semble perdu, et en lui posant quelques questions, il avoue à Alice qu'il n'a absolument aucun souvenir de rien, il sait même pas ce qu'il fait là. Alice lui propose de l'héberger, mais dans un cabanon qu'elle a dans le jardin. Dans un premier temps, voilà, histoire qu'ils se mettent, elle lui donne du change, histoire qu'ils se mettent au chaud, au sec, parce que là, toute la journée, sous une pluie battante, forcément l'homme accepte. Pendant ce temps-là, ah oui mon petit cadet, parce que c'est là qu'il va te falloir suivre, Lily Monrose signale à la police la disparition de son mari. Elle s'inquiète parce que ce n'est pas du tout dans ses habitudes, donc la police commence à demander l'identité, les papiers. Lily Monrose s'exécute, apporte les papiers, sauf que quelques heures passent, on lui dit mais écoutez madame, la personne et le nom et le passeport, ce monsieur n'existe pas. Ah, attends, t'en vas pas, parce que quand tu crois que c'est déjà un peu compliqué, on ajoute une couche. On fait un bond dans le temps, dans le passé, 1993, un couple et ses 2 enfants. On va se focaliser sur les 2 enfants, Gray et Kirsty. Gray est majeur, Kirsty n'a que 15 ans. Frère, sœur. S'en vont en vacances pour une énième année à Reading House Bay. Donc ils louent depuis, voilà, de façon répétitive tous les ans, Rabbit Cottage. Mais cette année-là, c'est vrai que Kirsty commence, elle a 15 ans, elle commence à se découvrir un attrait pour les garçons, le frère un peu protecteur. Et cette année-là, un étrange jeune homme nommé Mark Tate va commencer à rôder autour de Kirsty. Le problème qui ne plaît pas beaucoup aux frangins protecteurs, c'est que Mark Tate a 19-20 ans et que Kirsty n'en a que 15, n'a aucune expérience, et donc ça inquiète un peu le frère aîné qui se veut, comme je le disais, être très protecteur. Et pour le fait, on va dire que le frère là, il a humé un petit peu que ça pouvait puer la merde, puisque au début, Kirsty, elle se sent pousser des ailes, un jeune homme de cet âge-là qui s'intéresse à moi, waouh, les meufs, vous avez vu ça, tout ça. Sauf qu'elle se rend très vite compte que les choses vont trop vite, qu'elle, elle ne veut pas passer l'étape de certaines choses, et donc elle freine les élans de Mark Tate, qui lui ne le prend pas bien du tout. Ça va partir dans une saucissonnade, je ne te le fais pas
pas dire. Alors, tu peux te dire là dans un second temps, mais quel est le rapport entre Lily Monrose, Alice Dulac, hein, c'est comme ça qu'elle s'appelle, hein, tant que je ne dise pas de bêtises, Alice Lake, Alice Dulac, je confonds avec Enora Dulac. Ah bah quand il y a beaucoup de lectures comme ça, quel est le rapport entre ces trois histoires, Alice Lake, Lily Monrose, le couple, les enfants, Mark Tate, avec des temporalités différentes, quel est le lien? Il est total. Voilà. C'est tout ce que je peux dire à ce sujet. Parce que si je vais un peu plus loin, vous vous doutez bien que je divulgage. Ah, mais je divulgage d'une force. Et quand même, nous on se permet juste de divulgacher dans les lectures communes, mais vous êtes prévenus. Mais moi j'aime pas trop, tu vois, je te donne des petits machins comme ça. Mais j'aime pas trop parce que, bon, le but aussi c'est de vous donner des idées de lecture. Si je vous raconte tout, ça ne sert plus à rien. J'ai aimé la lecture de ce livre parce que je l'ai trouvé bien ficelé, parce que j'ai trouvé que c'était intéressant. Voilà, le lien que tu ne vois pas du tout. Enfin, tu te dis, mais où on va? Où est-ce qu'on va? Où l'autrice va-t-elle nous amener? Et finalement, le dénouement, tu te dis, ah ouais, ah ouais. Donc j'ai passé un très bon moment de lecture. Maintenant, on n'est pas sur un coup de cœur, on n'est pas sur un livre qui donnera envie d'une relecture, mais en tout cas, c'est un livre qui est très intéressant à découvrir. Donc, est-ce que je vous conseille la lecture de On se reverra de Lisa Jewell? Complètement. On va passer maintenant à ma pile à lire du mois d'octobre, donc qui était consacrée au challenge que Gwen fait maintenant tous les ans, le challenge Halo LRT, à commencer par ce premier livre qui m'a pris un temps fou quand même, qui m'a grignoté pas mal d'heures de lecture de jour dans ce mois d'octobre, qui est L'école de la nuit, donc de Deborah Harkness. J'ai lu le premier tome pour notre lecture commune, donc j'ai envoyé le deuxième pour savoir un peu où on allait. Alors comment vais-je pouvoir te parler de ce tome 2 sans à aucun moment ne te donner d'indication réelle sur le tome 1? Disons que nous retrouvons Diana et Matthew, pour te situer un petit peu. Diana c'est la sorcière et Matthew c'est le puissant vampire, en 1590 dans une Angleterre élisabéthaine. Le but de leur mission est simple, retrouver l'Ashmole 782 et apprendre à contrôler et à, comment dirais-je, à maîtriser les pouvoirs de Diana. Ah, j'ai vraiment largement résumé. Je ne peux pas dire que je n'ai pas aimé ce second opus, mais il y a de gros mais. Si je dois déjà faire le choix entre celui que j'ai préféré entre le 1 et le 2, c'est une évidence même, j'ai préféré le premier jet. Je trouve, contrairement, alors ça c'est à l'appréciation de chacun, c'est pareil, mais je trouve que là, le rythme sur le tome 2, sur l'école de la nuit, c'est vraiment très lent. Et puis il y a cette flopée, cette nuée de personnages qu'on se prend. Et je dois avouer que si tu n'as pas un minimum de concentration, tu peux vite partir dans tous les sens. On a la présence de personnages fictifs, mais la présence aussi de personnages réels, donc ayant existé dans notre histoire. Et ça, je trouve ça très intéressant. Mais une fois encore, dans une appréciation qui n'appartient qu'à moi, attention, parce que certains passages peuvent vite faire cours d'histoire. Et là, j'avoue que point trop n'en faut, parce que trop, pour moi, j'ai l'impression d'être assise, d'être revenue à mes 14 ans et d'être dans un cours d'histoire. Et en toute honnêteté, c'était pas ma matière préférée. C'était la matière où j'avais tendance à piquer du nez. Tu sais, la matière que tu as à 15h30 et que tu finis à 16h30 et que tu es un peu au bout du rouleau. Bah là, c'est un peu ce que m'ont fait comme effet certains passages du livre. On est sur un tome 2, on n'est pas sur une finalité, donc tout va pas se passer comme escompté, hein. Il va y avoir de bonnes embûches encore une fois. Mais ce qui est appréciable, c'est que Diana va enfin se découvrir au niveau de ses pouvoirs magiques. Elle va se rendre compte qu'elle a même d'autres facultés qu'elle n'avait encore. Et quelles facultés, j'ai envie de vous dire. Et puis surtout, on va avoir enfin quelque chose de plus concret, de plus explicite par rapport à l'Ashmole 782. Parce que
Pour ma part, dans le tome 1, Lachmeul 782, on a bien compris de quoi il s'agissait, mais on ne sait pas où et comment, qu'est-ce que c'était. Il est parti où, il a disparu où. C'est vrai que j'ai trouvé dans le tome 1 l'approche par rapport à Lachmeul 782 très très confuse. Il y a un côté très intéressant dans le fait que Matthew et Diana aient basculé dans une autre époque. Mais le revers de la médaille dans l'histoire, c'est que qui dit nouvelle époque, dit nouveau décor, dit nouvelle atmosphère, tout doit être refait, tout recommencer, replanter tout le décor. Et ça amène donc au récit une longueur. J'ai trouvé qu'il y avait des longueurs parfois où je me suis dit c'est interminable. Alors attention, je tiens quand même à le préciser. Tout à l'heure je vous disais, c'est vrai qu'il y a certains passages, j'ai eu l'impression de me retrouver à 14 ans en cours d'histoire. Mais ça, ça n'engage vraiment que moi. Maintenant, on va pas cracher dans la soupe. Il y a un travail de recherche et justement un travail sur l'histoire, sur des faits historiques qui sont faits par l'autrice. C'est admirable. Il y a un boulot colossal derrière. La romance, elle prend également une autre tournure. Là où on... Alors après, pareil, vous l'avez vu dans le retour de la lecture commune, la romance, vampire, sorcière, voilà. Chacun a sa vision des choses, mais autant on était dans le côté, on découvrait, ils se découvraient tous les deux, Matthew et Diana. Là, dans le tome 2, on est plus dans la solidification du couple. Donc, ne vous attendez pas à comment je dirais, à ce qu'on a pu croiser, par exemple, dans le tome 1. C'est pas vraiment la même chose. Très globalement, concernant ce bouquin, je n'ai pas détesté ma lecture. J'ai aimé, j'ai apprécié connaître les tenants pour capter les aboutissants. Mais maintenant, en toute sincérité, j'ai vraiment été plus enjouée par le tome 1. Est-ce que je vais lire le dernier tome? Bien évidemment, parce que pas maintenant, je laisse passer là décembre et tout, mais je lirai le dernier jet pour comprendre un peu, voir si ça y est, là on a vraiment toutes les réponses. Mais c'est vrai que bon, le 2, j'ai été un petit peu moins emballée. Est-ce que je vous conseille ce bouquin? Déjà, dans un premier temps, il faut avoir lu le 1. Là, on peut pas être sur une lecture comme ça, isolée. Pour comprendre, il faut absolument avoir lu le 1. On est quand même sur des pavés allant de 900 pages à 1000 et quelques pages. Donc, il faut avoir l'envie aussi un petit peu, je pense. Concernant le livre suivant pour ce challenge, j'ai choisi le livre Poison de l'autrice Sarah Pinborough, je ne sais pas si je le dis correctement, pardon, paru aux éditions Milady. Quelle déception. Quelle déception. Quelle déception dans la mesure où, qui dit conte revisité, je m'attendais vraiment à ce qu'on revisite le conte, qu'on foute le bordel, un bordel phénoménal là-dedans, et que vraiment on soit dans une réécriture. Que nenni. Ce que je veux dire, c'est quel intérêt, voilà, je vais entrer tout de suite dans le vif du débat, quel intérêt de nous proposer une Blanche-Neige un petit peu plus moderne, un petit peu plus délurée que son double de l'époque, pour finalement nous poser un personnage complètement plat, creux, vide, et lequel on ne comprend pas bien ses réactions. Souvent, tu as envie très clairement de lui claquer la gueule. Voilà, on va appeler un chat, au bout d'un moment, ça suffit les courtoisies. À titre tout à fait personnel, moi j'ai préféré, mais de très loin, le personnage de Lilith, qui est donc la belle-mère de Blanche-Neige, mais de très loin, à Blanche-Neige, alors que comprenez bien quand même que Blanche-Neige, ça reste l'un de mes personnages Disney préférés. On a un problème. Est-ce que je dois vous parler du prince? Alors là, attention, est-ce que je dois vous parler du prince? Alors lui, on est bon pour faire entrer l'accusé. Ah ouais, le profil du mec, faites entrer l'accusé. Puis je trouve en fait que dans la construction de l'histoire, il y a beaucoup d'éléments manquants. Par exemple, je t'ai dit que j'avais une petite préférence pour le personnage de Lilith. Mais malheureusement, une fois de plus, on ne comprend pas très bien ce qu'elle veut
où elle veut en venir. On ne sait pas trop si elle est méchante ou si elle est méchante comme ça pour se donner des grands airs, ou si fondamentalement elle est gentille. Il manque d'éléments, il manque de... C'est con à dire, mais là pour le fait c'est un peu vrai. Ça manque de description, d'approfondissement dans les profils pour comprendre les personnages. Je vais donner un exemple dans ce bouquin. Lilith, je le répète, la belle-mère de Blanche-Neige, on susurre, on émet, on dit qu'elle serait parente avec un personnage, la sorcière, d'Hansel et Gretel. C'est bien, l'idée elle était intéressante, c'était, voilà, quand je te dis, on revisite, on bouscule un peu, mais pourquoi l'autrice n'a-t-elle donc pas creusé de ce côté-là? Vraiment, ça a amené un souffle nouveau dans la réécriture, la revisite du conte. Rien du tout. C'est resté comme ça, hop, on te jette des petits pans comme ça et on n'approfondit pas, on creuse pas. Pourquoi? Alors, même si j'ai eu un petit atome crochu pour Lilith, la belle-mère, il n'en reste pas moins que pour chaque personnage dans ce bouquin, je n'ai eu aucune connexion. Voilà, vraiment, c'est une lecture que je n'ai pas trouvée agréable, qui est vraiment, tout est très en surface. Il n'y a aucun développement, et donc à partir du moment où tu as bon nombre de personnages dans un livre, qu'on est dans une revisite, une réécriture, tu t'attends à ce qui est revisite et réécriture. Là, il y a eu quelques modifications de ci, de là, mais moi, je n'appelle pas ça une réécriture. Hein. Ah non, on n'y est pas. Hein. En conclusion, est-ce que je vous recommande ce bouquin Poison? Bah non, hein, je peux pas vous recommander ça, sauf si vous aimez lire du creux, du plat, du non développé, et puis en plus, si vous vous attendez à une réécriture, une revisite d'un conte, bah on n'y est pas. Donc là, c'est-à-dire que pour moi... faut savoir que c'est un livre qui a eu son petit succès, hein. Ça c'est pareil. Alors écoute, hein, les goûts, les couleurs, heureusement, il en faut pour tout le monde, mais alors moi je ne comprends pas du tout. J'avais des attentes, ce livre n'a répondu à aucune de mes attentes, au moins c'est simple. Pour la lecture suivante, j'ai vu ce livre arriver, qui est donc Dents de soie de Maëlle Desarts, paru aux éditions Slalom, et je me suis dit, on parle de vampires, il faut absolument que j'intègre ce livre dans le challenge de Gwen. Nous allons à la rencontre de deux personnages que tout oppose. Navi, je vais dire Navi et Devin. Alors Devin est un Sangui, entendez par là vampire. Sangui, vampire, et Navi est une fée. Déjà, ça c'est le premier truc qui m'a beaucoup fait du bien, de plaisir, parce que je n'ai que très rarement croisé des fées dans mes lectures. Ça fait du bien de prendre sa petite dose de fées. Alors Devin c'est un Sangui, mais un Sangui qui, avoir voulu en découdre pour venger la mort de son frère, s'est retrouvé ôté de ses privilèges. Et bon bah pour un vampire, on l'a édenté en fait, on l'a privé de ses dents. Donc ça complique pas mal de choses quand t'es un vampire et que on t'a fumé tes dents. Alors que Devin s'en va vers une fin faite de souffrance et toutes ses joyeusetés, le destin met sur sa route Navi, la petite fée toute rose et foisonnante de magie. Et eux, on va dire qu'ils se tombent dessus au bon endroit, au bon moment. On a un Devin qui veut en découdre et venger la mort de son frère, quoi qu'il puisse se passer. Et on a Navi, la petite fée, qui est pas contente de sa nouvelle affectation. Et elle compte bien ne pas laisser les choses là, puisque c'est l'une des sorcières, c'est l'une des fées les plus puissantes. Et concrètement, pour elle, on lui a donné une affectation, donc c'est la fée des dents, les dents. C'est la fée des dents, et pour elle c'est une affectation complètement pourrie. Donc elle n'est pas contente et elle compte bien le faire savoir. Donc cette alliance qui se crée entre Devin et Navi pourrait bien être le début d'un bouleversement, voilà, vraiment le début d'un renversement, dirais-je même, pour leur destin respectif. Pour ma part, moi je découvre complètement la plume de Maëlle Desarts.
Déjà, c'est une plume que je trouve fluide, concise, avec ce petit côté mordant qui fait que c'est un régal en termes de lecture. En tant que lecteur, on arrive très aisément à intégrer les mondes brisés. Alors les mondes brisés, c'est humains et sanguis qui ne peuvent pas se blairer et qui, voilà, c'est du conflit permanent et ça dure depuis toujours. Et puis dans toute cette haine collective, tu as les fées qui mettent leur petit grain de sel là-dedans, parfois ou pour résoudre les trucs ou pour au contraire les envenimer. Donc c'est un univers qui est, je trouve, assez complexe, parce que pour moi j'avais jamais lu, je ne m'étais jamais plongée dans un univers comme ça en termes de lecture, mais c'est hyper accrocheur, tu tombes dedans en fait. Il y a un point que j'aimerais particulièrement aborder, j'ai encore, tu le vois là, il est là, puis il est dans mon œil. Autre point vraiment que j'aimerais aborder, c'est le profil dépeint par l'autrice de la fée Navi. C'est une fée que j'appellerais pas comme les autres, hein. On n'est pas sur une fée clochette, on est sur une fée qui est pulpeuse et généreuse. Navi, elle regorge et déborde de magie et c'est ce qui explique sa morphologie en quelque sorte. Et j'ai trouvé que Maëlle Desarts fait une description tellement chouette de sa petite fée que ça fait du bien ça fait du bien de nous foutre la paix en fait, hein. T'auras compris le truc. Ça fait du bien enfin d'avoir une description qui n'est pas péjorative de quelqu'un qui est généreux en termes de morphologie. Ça fait du bien même à moi qui a tendance à ne pas me faire de cadeaux sur ma propre morphologie. Et concernant le personnage de Devin, son côté sombre et son esprit, son envie de vengeance, on arrive complètement à l'intégrer. Moi, ordinairement, j'ai du mal avec les personnages qui sont comme ça tout le long, un peu revanchards. J'ai un peu de mal. Ça a tendance à me fatiguer très vite, ce genre de personnage. Mais là, on a limite même envie de l'aider. On n'attend que ça, qu'il arrive, qu'il parvienne à ses fins et qu'il venge son frère. Globalement, concernant Dans de Soi de Maëlle Desarts, j'ai beaucoup aimé cette lecture parce que c'est une lecture qui sort pourtant de mon habitude de lecture, de mon registre habituel, mais ce côté-là un peu nouveau, découverte, le monde des fées, qu'on n'approche pas plus que ça, puis moi je suis pas dans mon domaine de prédilection, j'ai passé un très bon moment. Et alors cette plume comme ça qui picote, qui est très fluide, qui est très précise, est-ce que je vous conseille Dans de Soi de Maëlle Desarts? Mais complètement. J'ai passé un agréable voyage en compagnie de Navi et de Devin. Donc rien que pour ça, tu peux y aller. Si tu veux, mon petit cadet, il y a certaines lectures, je pense qu'il serait préférable de se gratter assez profondément le fnu plutôt que de partir sur ces lectures. J'ai mis dans ce challenge un livre qui s'appelle Fallen Angel par l'autrice Camille Creati, que je ne connais pas du tout, paru aux éditions Hachette Lab. Ah bah alors là pour moi c'est... Ah, je suis dans une obscurité totale. Ah, j'ai pas les mots. Je vais planter le décor, ça va être plus simple pour tout le monde. Donc, Erato, fille d'un chef de gang californien. Fille d'un chef de gang qui ne connaît absolument rien au milieu, même si bien malgré elle, elle baigne dedans depuis... elle baigne dedans, hein, c'est la fille d'un chef de gang. Ok, Kaz Marshall, en gros, pour te mettre le truc en paysage, c'est notre Frank Farmer, bodyguard pour ceux qui n'ont pas la ref, mais en version très bad boy, hein. Frank Farmer à côté, c'est un angelot. D'ailleurs, Frank Farmer, excusez-moi quoi, c'est-à-dire que là on dit oui. On dit oui. Donc Kaz Marshall qui fait partie donc du gang Bloody Reapers, je crois. Bien malgré lui, en fait, on va lui donner, le père va lui donner la mission de protéger sa fille, être le bodyguard d'Erato, et lui, il n'a pas du tout envie de faire ça, il n'a pas du tout envie d'être là, donc il y va, mais ça lui gonfle un peu la nouille, hein. Ah bah oui, tu parles si ça va lui gonfler la nouille, sans déconner. Alors forcément, comme Kaz et Erato sont un peu dans un gonflage de nouilles mutuel, on va avoir
des échanges un petit peu punchy entre Kaz et Erato, hein, mais très vite tu sens que tu sens toutes les ficelles là, tu les prends et voilà, toutes les ficelles, hein, ce qui devait arriver arriva, pim pam poum, par ici la sortie, bonjour les gars. Alors concernant le personnage d'Hera, on va dire Hera parce que c'est comme ça qu'elle est appelée, bien entendu que l'autrice te fait une description d'une Hera femme forte, qui a décidé que les mecs ne mèneraient pas. Ah, on est sur dans la description, voilà, un passé un peu compliqué qui fait qu'elle n'a plus confiance, on peut l'entendre, hein, mais il faudrait selon moi que le reste suive, hein. Tu peux pas dépeindre ça puis après limite faire de ce personnage dur à cuire un chamallow. Tu peux changer, mais à ce point quand même, je veux dire, on n'est pas des machines, hein. À un moment un humain reste un humain, même s'il fait des concessions. Changer à ce point, c'est une reprogrammation à mon sens, hein. Voilà ce que j'en pense. Et puis forcément alors t'as le Kaz, le bonhomme, et puis bah lui c'est pareil, hein. Ah, bah lui reprogrammation aussi, écoute, hein, on en est là, hein. À la différence près que Kaz coche une case en plus, oh, jeu de mots, c'est qu'alors lui le barbeau, il porte sur ses épaules tous les clichés possibles. C'est-à-dire que tu recherches une liste de clichés, tu vas vers le Kaz Marshall et tu les as. Ah vraiment c'est exceptionnel. Il vous faut savoir que j'avais absolument aucune attente de ce livre, je ne connaissais pas l'autrice, je lis rarement, alors c'est vrai que ces trucs du genre là, bon, hein, mais là, ça a dépassé toutes mes attentes. Ça a dépassé toutes mes attentes, parce que d'un livre, lequel j'avais aucune attente, ce livre a réussi à me brouter, mais à un point, ah c'était sauvage, hein. Ça part déjà dans tous les sens, c'est-à-dire qu'à un moment, on passe du coq à l'âne. Alors t'as le coq qui est resté là, mais l'âne qui a déjà pris un boulevard, tu te dis mais pourquoi le coq il a pas bougé quand l'âne il a déjà fait 400 km? Comment l'âne a réussi à faire tout ça sans que je m'en rende compte? Donc c'est hyper confus parce que on te passe d'une scène à une autre, c'est bâclé, ça c'est pas fini. Oui, puis lui devient quoi? Pourquoi lui là? T'en entends plus jamais parler derrière. Qu'est-ce que c'est que cette construction? L'absence de raisonnement m'a laissé totalement pantoise et dubitative. C'est creux, c'est plat, c'est bâclé. On passe d'un truc à l'autre sans comprendre pourquoi on passe de ce truc-là à l'autre. Il y a des raisonnements, tu dis mais quoi? Pourquoi tu fais ça là maintenant? Et pourquoi tu fais pas ça là maintenant? Alors que même la logique, sans demander à être un philosophe ou je ne sais quoi, la logique, je n'ai pas compris. Je vous le dis honnêtement, la rencontre avec ce roman ne s'est pas faite. J'ai détesté la lecture, je n'ai pas du tout aimé la plume. J'ai quand même compris les grandes lignes, mais je n'ai pas compris les chemins pris par l'autrice. C'est une catastrophe pour moi. Et une fois encore, alors heureusement, hein, heureusement qu'il n'y a pas que des personnes qui sont comme moi, parce que quand je suis fermée et hermétique à un bouquin, comme le reste de plein de choses de ma vie, je suis fermée et hermétique, parce que là, je ne comprends pas la façon dont certaines personnes ont encensé ce livre. Donc fatalement, la question usuelle, est-ce que je vous recommande ce livre? Bah non. Ah bah non, bah là ce serait, pour ma part en tout cas me concernant, si je vous recommande de lire ce livre, on est dans le foutage de gueule. Donc non, pour le livre suivant, on revient un petit peu dans mes contrées. Avec Au nom de l'horreur de Louis-Pierre Sicard, paru aux éditions Ada. Ah j'ai un coup de cœur dans ce challenge, on y viendra, c'est le dernier livre dont je vais te parler. On n'est pas sur un coup de cœur au niveau de Au nom de l'horreur, mais j'ai passé un très bon moment. On est un peu, je retrouve un peu l'atmosphère de vous êtes cordialement invités. La mécanique est un petit peu différente dans Au nom de l'horreur, puisque là ce sont me semble 8 personnes qui vont remporter un concours gagné sur Facebook. Donc notre personnage principal c'est Philippe Durand, ainsi que 7 autres
personnages vont remporter un concours pour aller séjourner dans le manoir des Cimes, qui a été lui aussi refait de façon à pouvoir accueillir une clientèle qui pourra vivre l'expérience d'être immergée au 19e siècle avec costumes, coutumes de l'époque. Donc sur le papier, c'est hyper chouette de pouvoir découvrir ça, gagner un concours en avant-première pour découvrir le concept qui, pour ma part, je vous avoue, je pourrais y aller. Alors Philippe arrive dans les lieux, il fait timidement connaissance avec les 7 autres personnes qui ont remporté ce concours. Philippe demande à se retirer parce qu'il est fatigué, donc on lui montre sa chambre, il n'y a pas d'électricité, évidemment, tout est à la bougie. Donc il tombe, comme on dit, du sommeil du juste, hein, éclaté, jusqu'à ce qu'il soit réveillé en pleine nuit par un cri, mais un cri effroyable venu d'outre-tombe. La galère commence, puisque tout le monde est un peu réveillé par ce bruit quand même presque inhumain, et ils se rendent dans la chambre de l'une des gagnantes du concours, et quand ils ouvrent la porte, ils la trouvent assassinée dans son lit, baignant dans son sang. J'ai adoré l'ambiance comme ça, anxiogène, hein. On est évidemment dans un huis clos où les 8 personnes, alors ça va, c'est que ça, ils sont 8, puis après 7, puis après 6, enfin tu vois, on en perd en cours de route. Mais évidemment, ils n'ont aucune possibilité de communiquer avec l'extérieur, ont perdu complètement la notion du temps et ne peuvent absolument pas sortir du manoir. Ils n'y y arrivent pas. Et le peu de fois où ils arrivent à sortir, évidemment, patatras, on en paiera encore en cours de route. Je vais être complètement honnête sur ce bouquin, on a des codes. Le bouquin Au nom de l'horreur possède des codes qu'on connaît déjà quand on aime ce type de lecture. On n'est pas dans de l'horrifique, enfin pour ma part, hein, je vous le dis, après c'est selon la sensibilité qu'on a, j'ai pas trouvé que ça faisait hyper peur, hein. Mais il y a un peu de gore, mais pas le gore genre les contes interdits que je déteste. On est plus dans le sang qui coule, si je puis dire, que la frayeur, la peur derrière la porte. Je trouve que les codes qu'on aime avoir quand on a ce genre, qu'on lit ce genre de bouquin, on les retrouve. Il n'y a pas de grande originalité dans Au nom de l'horreur, mais ça marche quand même. Ça marche quand même parce que il y a ce petit truc qui t'attrape de, voilà, la petite visite du manoir hanté, fantôme manor, les trucs comme ça. Donc moi, ça m'a complètement attrapé. Maintenant, je vous le dis, si vous cherchez un peu d'originalité et de choses non lues, jamais lues, ce n'est pas dans ce bouquin-là que vous allez trouver satisfaction. On a tout, voilà, c'est du déjà lu, du déjà vu, mais qui, en tout cas pour ma part, n'a en rien entaché mon plaisir de lire ce livre. Et le petit plus, c'est que c'est rapide. On a des chapitres qui sont très courts, c'est un petit bouquin, hein, je crois qu'on a même pas 300 pages, donc voilà, c'est un petit livre qui se cale entre deux et qui fait pas de mal par où ça passe. Alors, les âmes sensibles, peut-être que, mais moi j'ai pas trouvé que ça faisait peur, mais après bon... c'est-à-dire qu'une fois que tu es passé par la trilogie du mal de Chatham ou par Puzzle de Tillier, je pense que ça va, ça. Hein. Pour le livre suivant, qui sera le dernier livre de cette chronique lecture, j'ai découvert Du thé pour les fantômes de l'autrice Chris Vuklicevic, pardon si j'écorche, paru aux éditions de Noël. Ah, nous sommes sur un coup de cœur, un vrai coup de cœur, et je crois que pour ma part, c'est le 3e de l'année 2023. Sans vraiment comprendre comment, je me suis retrouvée un dimanche après-midi dans une Nice pluvieuse. Je me suis réfugiée pour m'abriter dans un petit salon de thé, et là, figure-toi qu'un vieil homme a souhaité me raconter une histoire. Je me suis pris un petit thé, je me suis installée, le vieil homme m'a rejoint, et m'a raconté son histoire. Et tout doucement, je peux même entendre au loin le feu de cheminée qui crépite, très doucement. Je me suis laissé porter et je me suis installé dans l'histoire de vie d'agonie et félicité. Quelle poésie!
Agonie et Félicité sont sœurs jumelles. Agonie est une sorcière qui est, ma foi, qu'on pourrait qualifier dans un premier temps de méprisante et méprisable. Ces mots se transforment en insectes venimeux et tout ce qu'elle touche devient vénéneux, pourri ou meurt. Félicité, qui est donc la sœur d'Agonie, est une passeuse de fantômes et, on peut le dire, une magicienne dans l'art du thé. Il y a 30 ans de silence qui sépare les deux sœurs et c'est malheureusement, on le sait, dans les moments un peu difficiles qu'on se retrouve, mais c'est donc à la mort de leur mère Carmine que les deux sœurs vont reprendre contact. Nous plongeons dans les origines. Félicité, Agonie, Carmine leur maman, la naissance, l'enfance. Alors on est vraiment sur deux ambiances radicalement opposées, puisque nous avons la première sœur Félicité qui va avoir une enfance choyée, qui va être aimée par sa maman Carmine, et d'un autre côté, et sans mauvais jeu de mots, l'enfance d'Agonie est une agonie. C'est une enfant qu'on maltraite, c'est une enfant qu'on muselle dans le sens propre du terme. Pour la faire taire, puisqu'elle a des insectes qui sortent de sa bouche, des insectes venimeux qui détruisent, on lui fait porter une muselière. Elle n'a droit de rien faire, elle dort dans une étable, une écurie. Bref, on est vraiment à l'opposé dans le traitement de ces deux enfants. Mais au-delà de l'univers parfaitement incroyable développé par l'autrice, ce que j'ai trouvé hyper intéressant, c'est la plongée douloureuse dans la quête des origines par les deux sœurs, de leurs origines, comprendre, savoir, dans les secrets, on va vraiment partir avec eux dans les secrets, les non-dits, les pourquoi, les comment, les questions restées sans réponse. Ce qui est assez touchant dans cette histoire, au-delà des émotions que j'ai pu ressentir dans le traitement des enfants qui étaient... de l'enfance, qui était Agonie et Félicité, c'est que il y a une grosse rancœur, il y a une rancune mutuelle entre les deux sœurs, mais il n'en reste pas moins quand même qu'elles sont en quête de réponse et que bon gré mal gré, elles vont devoir se souder pour avoir les réponses qu'elles souhaitent. Et j'ai trouvé ça hyper touchant malgré l'électricité entre les sœurs. On le sent qu'il y a quelque chose qui est resté là et on en serait à moins concernant Agonie puisque... entre son enfance maltraitée, entre le fait qu'elle ait toujours été mise de côté, on l'a enfermée, on l'a muselée, pendant que sa sœur devant elle, elle avait tout, on peut l'entendre, même si Félicité, quelque part, elle n'y est pour rien. Mais il y a une sorte de rancœur, mais malgré tout, elles vont devoir ne faire qu'un pour pouvoir avoir les réponses tant espérées. Et vraiment, je ne peux pas retranscrire ce que j'ai ressenti dans cette lecture, dans le sens propre comme dans le sens figuré. Sachez qu'il y a une poésie incroyable dans ce roman, vraiment. Donc, j'ai très envie de vous dire que si vous n'êtes pas sensible à la poésie dans son sens propre, n'y allez pas. Je me suis fait chouchouter par ce livre. Je me suis sentie enveloppée dans quelque chose et j'ai adoré que Félicité et Agonie m'embarquent avec elles dans le dédale de leur secret de famille. Je me suis sentie en sécurité dans un livre qui était très complexe parce que les secrets de vie, bon là on est en plus sur des profils, une sorcière, voilà, on est passeuse de fantômes, on est quand même sur des profils très très particuliers, hein, on va pas se mentir, mais j'ai adoré faire ce voyage avec les sœurs Félicité et Agonie. Je me suis sentie vraiment, comme je te dis, vraiment j'ai planté le décor dès le début, je me suis installée, j'ai écouté une histoire et j'ai intégré l'histoire, j'ai fait le voyage à côté, elle ne me voyait pas, mais j'ai fait le voyage avec elle. Et alors cette poésie, mais je le répète, cette poésie, la plume de l'autrice est sublime. Je n'ai rien de plus à ajouter à part ce cat in the coach. La plume est sublime. Je crois, peut-être m'avancer, mais je crois que c'est la plus belle plume qu'il m'ait été donné de découvrir, à ce point. Vous avez déjà la réponse à la question, mais en conclusion, je le répète, la plume est un bijou.
J'ai vraiment adoré voyager dans la vie et d'ailleurs dans la mort des personnages. Du thé pour les fantômes. J'ai adoré, voilà, passer dans la vie, puis dans la mort des uns et des autres. Cette poésie qui m'a complètement embarqué. Est-ce que je vous recommande ce livre? Déjà, d'une part, très très chaudement. Et en plus, moi, pour ma part, j'achève ce livre avec un énorme coup de cœur. Donc, forcément, oui, je ne peux que vous recommander ce bouquin. Et ça restera un très très gros coup de cœur. Là, vraiment, je suis sans voix face à la beauté de ce livre. C'était un moment suspendu. Eh bien, voilà mes petits cadets, matinales mais productives. Alors, vous le voyez pas trop là, hein. La lumière comme quoi la lumière ne nous dit pas tout, hein, mais elle fait pas mal de choses. J'espère que vous avez passé un très bon moment avec moi, vous le savez, moi les chroniques lecture ce sont des vidéos, c'est peut-être les vidéos que je préfère tourner, je pourrais faire ça toutes les semaines mais je pense que vous, hypothétiquement, vous saigneriez du nez pour bon nombre d'entre vous, donc je coupe la poire en deux, je garde mon kiff, mais vous savez que, bref, en attendant mes petits cadets, merci d'avoir passé ce moment avec moi. Prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez. Dites-leur que vous les aimez. Et puis, à très vite. Des bisous.